Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition dont voici les titres. L'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a démarré ce matin à Lomé. Cet exercice se tient sous la coordination du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Comment sont conservés les objets d'art dans les musées du Togo? La réponse à suivre dans la page magazine de ce journal. Forum économique mondial de Davos, l'ONG Oxfam invite les grands décideurs économiques et politiques à financer le vaccin anti-Covid-19 afin qu'aucun pays ne soit laissé pour compte pour manque de moyens. radiolomé.tg. C'est parti pour l'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle vise à collecter toutes les informations complémentaires nécessaires pour prouver la conformité et l'efficacité du dispositif togolais. Le travail sera fait par le personnel du secrétariat du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Odette Pira. Selon le ministre en charge des Finances, représenté par son directeur de cabinet, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une affaire de toute la communauté internationale. Les experts du GIABA aux côtés du Togo dans cette lutte collective vont visiter et examiner le dispositif et la stratégie adoptée par notre pays et faire ensuite des recommandations. Abba Kimela Balou, directeur général du GIABA. L'évaluation mutuelle d'un pays est un processus par lequel les experts évaluateurs d'autres pays examinent et apprécient le niveau d'efficacité et de conformité aux normes du groupe d'action financière GAFI, le dispositif juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le pays évalué et formule des recommandations pour permettre au pays de renforcer et d'améliorer son système juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'équipe d'évaluation est actuellement au Togo pour rencontrer toutes les parties prenantes en vue de recueillir toutes les informations qui sont de nature à démontrer l'efficacité du dispositif juridique et institutionnel du pays. Le Togo, fortement lancé dans ce programme, a dans son actif plusieurs actions. Dans son plan national de développement PND 2018-2022, il est prévu l'amélioration des actions de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment des capitaux. L'intérêt de cette intégration africaine pour le Togo, retrouvons le directeur général du GIABA. L'évaluation mutuelle permet au pays d'avoir son reflet exact puisqu'il retrace ses forces et ses faiblesses. Et il est exigé que les recommandations qui sont formulées au regard des faiblesses constatées soient mises en œuvre pour renforcer le dispositif. L'enjeu majeur, c'est que le rapport d'évaluation mutuelle qui sera adopté sera apprécié non seulement par les partenaires au développement, mais également par les investisseurs étrangers. Les partenaires au développement voudront voir dans ce rapport d'évaluation mutuelle les efforts que le pays déploie pour lutter contre les crimes économiques et financiers. Cela leur permettra de s'assurer que les aides qu'ils apportent ne vont pas dans des destinations douteuses. De même, les investisseurs étrangers voudraient s'assurer qu'il y a une sécurité juridique et judiciaire dans le pays, ce qui va les rassurer à investir au pays et contribuer au développement socio-économique du pays. Cette évaluation prend aussi en compte l'impact du coronavirus dans l'espace CEDEAO. Odette Pira, la société J Global Capital International SAU vient en aide aux paysans togolais. L'institution a lancé ce matin à Lomé le programme de soutien et d'appui aux agriculteurs. L'objet est d'accompagner techniquement et financièrement les acteurs du monde agricole depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits. Attention.
Tout à fait. Le programme de soutien et d'appui aux agriculteurs ProS2A vise à voler au secours des paysans du Togo, techniquement en apportant des solutions d'accompagnement et de redynamisation au secteur agricole. Il s'agit également de les aider financièrement en garantissant une pérennité financière tout en minimisant les risques liés au secteur. John Degbevi, PDG de J Global Capital International SAU. Il faut que les techniciens soient sur le terrain. Il faut donner des indications à l'agriculteur parce qu'à un moment donné, les agriculteurs prennent des risques qu'il ne faut pas forcément prendre. Donc, il faut ces techniciens pour les accompagner du point de vue matériel et par des conseils également, aussi dans la communication. Il faut qu'à un moment donné, que les agriculteurs eux-mêmes s'autofinancent et que ce soit la J Global Capital International SAU qui soit cette société qui les accorde ce patrimoine. Parce qu'on a de quoi être fiers pour nous, c'est d'arriver à canaliser ces producteurs de sorte qu'ils puissent s'autofinancer. Ce programme, qui a une durée de 3 ans, s'inscrit dans la politique du chef de l'État qui est d'améliorer le niveau de vie des populations. Retrouvons John Degbevi pour les différents volets que prend en compte le dit programme. C'est tout un programme qui prend en compte le fonctionnement des ingénieurs qui sont en mission, l'équipement des agriculteurs, la digitalisation et maintenant l'autofinancement. C'est un projet que nos autorités ont vraiment apprécié parce que c'est un projet qui accompagne l'agriculteur sur son propre terrain et dans ses productions, encore augmenter sa production. La cérémonie de lancement du ProS2A donne le coup d'envoi du recrutement de 300 ingénieurs agronomes pour accompagner les agriculteurs dans l'utilisation des nouvelles techniques agricoles. Merci à vous, Hortense Djoua. Cérémonie d'installation du nouveau comité de développement du quartier d'Adaolato à Badavanou hier à Lomé. Une occasion pour le chef du quartier de présenter le nouveau bureau exécutif. Composé de 7 membres, ce nouveau bureau aura pour mission d'améliorer le cadre de vie du quartier. Dorego Adjaï Grégoire, président du bureau exécutif du CDQ2A. La priorité, c'est d'aider la population, mais en sorte que le quartier soit bien développé. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. On va travailler ensemble avec la population. Il y a beaucoup de choses parce que nous n'avons pas de latrines publiques aussi. Nous n'avons plus de place pour mettre des latrines publiques pour la population parce que nous constatons que le marché est dans notre milieu ici. Il y a plein de personnes. Par exemple, au niveau de la plage, qu'est-ce qui se passe? Et si tu veux uriner, il n'y a aucune place. Il y a certains endroits, si tu vas là-bas, il y a certaines personnes qui attaquent les gens, les raqueter, en sorte que ça ne nous honore pas. Et on va essayer d'écrire des projets avec les sociétés de la place. Le nouveau bureau entend aussi travailler en étroite collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, pour trouver ensemble des solutions aux problèmes qui minent le quartier. Diafalogi pour formateur d'ANADEB. Le bureau d'Adaolato à Badavanou qui vient d'être installé aujourd'hui a été un bureau avec lequel j'ai beaucoup travaillé d'abord. Et aujourd'hui, à mon arrivée en tant que représentant de l'ANADEB, qui les a beaucoup suivis, mon mot, c'est juste ce qu'ils doivent faire avec leur population. Surtout à l'article 3 de l'arrêté interministériel ou au décret présidentiel instituant les CDQ. Celui d'être l'interface entre les partenaires techniques du quartier et surtout de travailler en collaboration avec la mairie. C'est très important. Aujourd'hui, il y a les élus locaux. C'est avec les élus locaux qu'ils ont à relever le défi du développement de leur localité. Et ils doivent être en parfaite relation avec la mairie. Le dernier mot en national, la situation du Covid-19, 26 des 617 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 4 662. Ces personnes ont l'âge compris entre 9 et 115 ans. 21 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 3 997. Un décès a malheureusement été enregistré. Le nombre de décès est de 115. Le nombre de cas actifs est de 590. Un total de 200 237 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Léontine à Togima.
Hors de nos frontières, 3 mois après la mort de l'ancien président Jerry Rawlings le 12 novembre dernier à Accra, ces rites funéraires ont finalement débuté hier dans la capitale ghanéenne. C'est une messe inaugurale qui a ouvert les funérailles d'État. Une veille funèbre s'est ensuite tenue en fin de journée aux messes des officiers de l'armée de l'air. Des hommages officiels auront lieu ce lundi et mardi dans la capitale. Certains créneaux seront également ouverts au public, puis la cérémonie funéraire se déroulera mercredi sur la place de l'Indépendance et Jerry Rawlings sera inhumé au cimetière militaire d'Accra comme les précédents chefs d'État ghanéens. Maintes fois repoussée du fait de grève dans l'enseignement, mais aussi et surtout de la crise sanitaire liée au coronavirus, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 s'effectue ce lundi au Mali. Toutes les salles de classe et les bureaux ont été désinfectés le week-end. Les établissements disposent de kits de lavage de mains et des masques lavables du gouvernement qui seront distribués aux enseignants et aux élèves. Le sénateur Modeste Barty, cherché par le président Tshisekedi de trouver une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, a reçu plusieurs groupes, presque tous déjà acquis à l'union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État. Mais le MLC de Jean-Pierre Bemba et Ensemble de Moïse Katumbi tardent encore à se prononcer. Les discussions entre ces deux groupes et la présidence se poursuivent. Les autorités centrafricaines ont remis à la Cour pénale internationale l'ancien commandant de l'ex-Seleka, Mahamat Saïd Abdelkani, soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est le premier ex-Seleka à être remis à la CPI. Âgé de 50 ans aujourd'hui, Mahamat Saïd Abdelkani est réputé avoir été très proche en 2013 de Michel Toudia, alors chef de la Seleka, lors du conflit sanglant qu'il a opposé à des milices anti-Balaka après le renversement de l'ancien président François Bozizé. Dans son nouveau rapport, à la veille de la réunion du Forum économique mondial de Davos qui s'ouvre ce lundi, l'ONG Oxfam dénonce les inégalités dans le monde. L'ONG met en relief l'écart entre les plus riches et les pauvres qui s'est accentué en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, en dénonçant le virus des inégalités, Oxfam est une nouvelle fois très sévère dans son constat sur les disparités dans le monde. Et pour cause, selon l'ONG, les 1000 personnes les plus nanties de la planète ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en à peine 9 mois, là où il faudra plus de 10 ans aux plus démunis pour se relever des impacts de la crise du Covid-19. Oxfam révèle qu'à eux seuls, les 10 premiers milliardaires du classement Forbes ont vu leur fortune totalement augmenter de 540 milliards de dollars depuis le début de la pandémie, une somme amplement suffisante aux yeux de l'ONG pour financer le vaccin contre le Covid-19 pour tous et éviter que quiconque ne sombre dans la pauvreté à cause de cette crise. C'est pour cela que l'on appelle, non seulement en France, mais aussi dans les pays en développement, à renforcer les filets de sécurité, à renforcer les minima sociaux, à renforcer également l'investissement dans les services essentiels et notamment la santé pour faire en sorte que nos économies soient plus résilientes face à la crise et face aux prochaines crises, car on sait que ce ne sera pas la dernière à laquelle il faudra faire face, stipule le rapport. Reste à savoir si les grands décideurs économiques et politiques qui se retrouvent virtuellement cette semaine autour de l'agenda de Davos seront sensibles à ces chiffres chocs. Le thème choisi pour ces rencontres, une année cruciale pour reconstruire la confiance, est en tout cas révélateur des préoccupations du moment. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Toujours dans cette édition, les musées à travers leurs objets d'art constituent la mémoire d'un peuple. Pour perpétuer une civilisation, il faut savoir aussi garder ses objets d'art. Comment se fait la conservation de ces objets d'une valeur inestimable? Élément de réponse dans ce magazine de Farida Kayaba, présenté par Abiré Lemou. Les objets culturels sont d'une grande importance pour le patrimoine. Pour les maintenir compacts et adaptables au temps, des soins délicats leur sont accordés. Des précautions sont prises pour pouvoir augmenter la durée de vie des objets. Écoutons M. Sanda Nabede Paani, gestionnaire du patrimoine culturel, conservateur du Musée national. Nous avons deux types de conservation au sein des musées, la conservation préventive et la restauration.
À l'intérieur d'un musée, nous rangeons ou disposons les objets en respectant l'espace et nous les disposons soit en vitrine, soit sur les murs, ou bien sur les panneaux, ou dans la réserve, et aussi par catégorie, c'est-à-dire les objets en fer entre eux, les objets en argile entre eux, et aussi le bois entre eux. Dans le souci de maintenir, conserver les objets d'art, des mesures sont prises lors des visites au sein des musées. Des détails avec M. Tomfaï Badjala, chef des monuments et site à la direction du patrimoine culturel. Il y a des facteurs qui concourent à la détérioration des objets mis en exposition. Il s'agit des faux mouvements des visiteurs qui peuvent entraîner la chute des objets, la transpiration des visiteurs, la respiration, la chaleur humaine, la lumière du jour, même les flashs des appareils photo. Alors, pour pallier à tous ces facteurs, nous interdisons des prises de photos avec les flashs. Nous mettons une distanciation d'au moins 1 mètre entre les visiteurs et les objets et nous plaçons les objets aussi dans les vitrines. Nous limitons des fois le nombre de visiteurs dans les salles d'exposition. Le Togo n'est pas épargné en ce qui concerne la dissémination des objets d'art. On retrouve les objets d'art togolais aux 4 coins du monde. Retrouvons M. Tomfaï Badjala. Le Togo, à l'instar des autres pays africains, dispose des objets dans les salles d'exposition et les réserves des musées en Europe, en Amérique, tout comme auprès des collectionneurs privés européens et américains. Sauf que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un inventaire pour connaître le nombre exact de ces objets. Néanmoins, le Togo dispose de 2000 objets au musée de Kebranli et entre 20 000 et 30 000 objets au musée de l'Université de Berlin. L'avenir est construit sur le passé. Pour ce faire, conserver ces objets d'art, c'est assurer la pérennité de sa culture, levier indispensable au développement d'un pays. Chronique juridique, le gouvernement togolais s'est engagé à lutter contre la corruption dans tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la justice, les magistrats sont appelés à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent leur métier. Hélène Sabi. Au terme de la loi fondamentale du 14 octobre 1992, en ses articles 1 et 2, la République togolaise est un État de droit démocratique qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de conditions sociales ou de religion. Ainsi, le juge n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Mais aujourd'hui, cette mission a évolué et tend à intégrer la nécessité pour le juge de prendre en compte les conséquences de sa décision sur la paix sociale. À cet effet, les magistrats sont invités à rendre justice selon des règles d'éthique et de déontologie. Ces règles sont notamment basées sur l'impartialité, l'intégrité et l'indépendance. Bassa Agbenyon Kofi, membre du Conseil supérieur de la magistrature et conseiller à la Cour suprême, explique. L'éthique et la déontologie par rapport aux magistrats s'entendent de ce qu'ils doivent respecter la formule de leur serment, éviter tout manquement au devoir de leur profession, à l'honneur, à la probité, à la dignité. Ils doivent être impartials, rendre la justice sans tenir compte de la personne du justiciable ni de leurs intérêts personnels, qui ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, et qu'ils doivent ainsi résister à toute intervention d'où qu'elle vienne dans les procédures judiciaires. Le juge doit se conduire de manière à préserver la dignité de sa charge. Il doit être intègre et compétent. Donc, il est tenu aussi à l'obligation de réserve. Ce n'est pas tout qu'on doit dévoiler. Tous les renseignements que vous détenez de par votre profession ne sont pas des renseignements à livrer au public. Le juge doit toujours être discret. Des sanctions sont prévues pour les magistrats qui enfreignent à ces règles. Les justiciables sont également appelés à faire confiance à la loi. Nous retrouvons Bassa Agbenyon. Au-delà des magistrats, il faudrait qu'on s'interroge aussi sur la participation des justiciables au phénomène de corruption. Généralement, le juge ne demande rien, mais c'est par moments les justiciables qui avancent, qui promettent et qui donnent parfois. Donc, un peu de civisme de la part des justiciables. Il faut qu'ils apprennent et comprennent qu'ils n'ont pas besoin de donner quelque chose à un magistrat avant qu'on leur rende une décision. Les justiciables doivent faire confiance à la loi et ne pas s'intéresser nécessairement à intéresser le magistrat. Merci de votre aimable attention. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro.
Ce journal se réfère bien avant le rappel des titres. Les titres du magazine des sports, le Togo avec 3 points affronte demain le Rwanda qui a 2 points. Pour ce dernier match de groupe, une victoire s'impose aux éperviers pour leur qualification en quart de finale CHAN 2020. Les clubs de D1 et de 2 se préparent pour la nouvelle saison de football. Les étapes successives d'une préparation d'un club assurent dans le magazine. Le Bayern en Allemagne, Atlético en Espagne, PSG en France et AC Milan en Italie sont premiers au classement de leur championnat. Coupe du monde du handball, Égypte 2021, les choses se compliquent. Pour les pays africains, pour l'heure, seuls les pharaons passent en quart de finale. Théophile Dandakou sera là juste après moi. Et puis pour le rappel des titres du journal, l'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a démarré ce matin à Lomé. Cet exercice se tient sous la coordination du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg